Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Il n'y a pas mieux que le budget pour apprécier la situation économique d'un pays. Il en reflète aussi la situation politique. La situation économique de l'Algérie, pour beaucoup de spécialistes, est devenue vraiment inquiétante. Et le projet de budget de 2025 le montre bien. L'État prévoit des recettes de 63,3 milliards de dollars grâce, dit-on, à l'amélioration des recettes fiscales. Or, cette amélioration est due en grande partie à la dépréciation du dinar face aux devises étrangères, principalement le dollar et l'euro. Les recettes étant connues, combien l'État va-t-il dépenser? Comme le déficit budgétaire représente un risque important pour l'économie, en principe, on doit y aller doucement sur la dépense. Mais pas du tout. Le projet de loi de finances 2025 prévoit un budget le plus élevé de l'histoire de l'Algérie. L'Algérie y va quand même avec 125,34 milliards de dollars. C'est presque le double des recettes. Et le déficit suit, c'est mécanique, 62 milliards de dollars, soit 21,8% du PIB. On préfère utiliser le dollar pour une meilleure compréhension parce qu'en dinar algérien, les chiffres sont trop gros. Ainsi donc, le déficit sera de 62 milliards de dollars et il faudra le financer. Comment? C'est là toute la question. En fait, il n'y a pas 36 moyens. Il faut emprunter et le trésor public est déjà lourdement endetté. La dette nationale brute par rapport au PIB atteindrait 63,9% du PIB en 2025. Elle était de 55,1% en 2023, 58,8% en 2024. Dans ces emprunts, il y a ce qu'on appelle prêt de la Banque d'Algérie, autrement dit la création de monnaie, ou ce qu'on désigne par la planche à billets, qui met en circulation des moyens de paiement qui n'ont aucune contrepartie. L'inflation adore ça. Le grand déficit de l'Algérie est inévitable. L'État doit encore augmenter les salaires du secteur public, ainsi que les subventions aux denrées alimentaires de base. Le budget est en majorité dirigé vers des dépenses de fonctionnement, laissant peu de choses aux dépenses d'investissement. L'indice les plus inquiétants de l'État du gouvernement est l'augmentation du budget de la défense, estimé à 25 milliards de dollars, ce qui en fait le poste le plus important de tous. Avec une augmentation de 2 milliards de dollars par rapport à 2024, le ministère de la Défense recevra 19,8% au total. Et pourtant, le chef de l'État, M. Majid Tebboune, a déclaré auparavant que la véritable force des peuples n'est pas la puissance militaire, mais plutôt l'économie. Malgré une économie stable grâce aux revenus des hydrocarbures et des réserves de change de 70 milliards de dollars, l'inflation et le chômage restent élevés. La dette nationale brute, PIB, augmenterait selon le FMI et d'autres institutions internationales pour atteindre 63,9% en 2025. Ces éléments montrent l'importance d'une bonne gestion des finances publiques pour assurer la stabilité économique à long terme, mais aussi une vision d'une politique économique qui ne peut se faire sans ouverture politique. Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro. Algérie vers l'adoption du budget le plus élevé de l'histoire. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Nazim Taleb, membre du mouvement Rachid, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci Nazim pour l'invitation. Merci. Je salue vos invités et tous les téléspectateurs.
Barakallahu fik. Merci beaucoup Nazim d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. On a aussi le plaisir d'accueillir Jamal Gessoum, qui est donc ancien candidat aux législatives algériennes 2017 aussi, ou 2021 aussi, et président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Jamal Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nassar, merci pour l'invitation. Le bonjour à l'ensemble de vos invités. Je renvoie donc l'amabilité et à l'ensemble du peuple algérien. Merci beaucoup, Jamal Gessoum. Merci. Nazim Taleb, je vais commencer cette émission avec vous. Donc, comment vous avez trouvé ce budget, ce projet de loi donc, du budget pour l'année 2025? On parle vers l'adoption donc d'un budget le plus élevé de l'histoire de notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, malheureusement, c'est la tendance depuis des années, à savoir une augmentation excessive des budgets de l'armée, de la police. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a, au-delà de l'armée et de la police, bon, après, bien sûr, on n'est pas contre qu'on ait une armée forte, qu'on ait une police forte, mais quand vous avez 22% du budget de l'État, 20% du budget de l'État qui est consacré à l'armement, quand vous avez quand même 40% des recettes sont consacrées à l'armement, là il y a quand même des questions à se poser, notamment à savoir qu'est-ce que, je dirais, pour un pays qui est normalement constitué avec une économie forte, normalement c'est l'économie, la productivité, la création de richesses qui permet de financer une armée forte. Or là, on est en train tout simplement de ponctionner les recettes de l'État à leur maximum, puisque comme je vous ai dit, c'est 40% des recettes de l'État qui sont consacrées à l'armée, et les recettes en question sont des recettes, pour la plupart, en tout cas pour la moitié, c'est des recettes des hydrocarbures. On sait que les recettes de l'État, la moitié des recettes de l'État en Algérie, c'est la fiscalité pétrolière. Le reste, c'est des impôts directs et indirects. Donc aujourd'hui, on est encore une fois, je rappelle un chiffre que j'ai dit la dernière fois dans votre émission. Si on exclut la loi de finances 2025, depuis 2020, l'Algérie a mis sur la table 200 milliards pour l'armée. Donc le citoyen, le téléspectateur peut se poser la question, 200 milliards de dollars pour l'armée, finalement une armée qui ne produit rien, qui n'a aucun équipement pratiquement, qu'elle n'importe pas, et on se demande cette surmilitarisation. D'ailleurs, il y a un rapport du CIPRI qui le mentionne très bien. Il dit qu'il y a une corrélation, en fait, finalement, entre dépenses militaires galopantes et risque de guerre. Donc, aujourd'hui, l'Algérie, depuis 62, mis à part la guerre des sables, elle n'a jamais eu de guerre. Alhamdoulilah, tant mieux, et pour que ça dure. Donc, normalement, ces dépenses-là doivent quand même être dirigées vers ce qui crée de la richesse de demain, notamment l'éducation, qu'elle soit l'éducation nationale, primaire, secondaire et au niveau du lycée. Un investissement sur les universités de qualité, pas en se targuant d'avoir un nombre, je ne sais pas combien de millions d'étudiants, mais finalement, on voit qu'en termes de publication, de dépôt de brevets, on est à la traîne. Donc finalement, encore une fois, c'est une économie qui est complètement rentière. Rappelons également aux téléspectateurs que 98% des exportations sont d'hydrocarbures et dérivés d'hydrocarbures. La Banque d'Algérie et même d'autres institutions ont fait une analyse sur les exportations en Algérie. Quand ils disent que les exportations hors hydrocarbures augmentent, c'est faux. La Banque d'Algérie, elle dit que les exportations hors hydrocarbures, 67% de ces exportations, à peu près 5 milliards, sont les dérivés du pétrole et du gaz. Donc, on voit bien qu'on reste quand même une économie fortement dépendante du pétrole et du gaz, sachant que le pétrole, les exportations n'arrêtent pas de diminuer. On est à peu près à 300 000 barils par jour d'exportation.
alors qu'on était à 600 000, voire même 900 000 pendant l'âge d'or du pétrole en Algérie. Ce qui nous sauve, c'est l'augmentation du prix du gaz qui a tendance à se stabiliser. Et donc, encore une fois, moi, cette loi de finances, elle consacre un État sécuritaire et pas du tout un État qui veut vraiment s'atteler aux défis économiques du pays. Très très bien. On va revenir, Nazim Taleb, sur le budget de l'armée. Bien sûr, il est passé de 23 milliards de dollars à 25 milliards de dollars pour l'année 2025. Qu'est-ce que cela veut dire pour notre pays et qu'est-ce que cela veut dire aussi pour l'économie algérienne. Mais aussi, on va donner la parole à Djemal Ghessoum. Avant de vous donner la parole à Djemal Ghessoum, on va écouter ce petit reportage de l'ENTV par rapport donc à ce projet de loi de finances et ce budget qui a été donc qualifié d'historique ou le budget le plus élevé de l'histoire de notre pays. On regarde ces images. كما أمر السيد الرئيس برفع قيمة المنح التالية. أولا رفع قيمة المنحة السياحية بشكل معتبر جدا ليستفيد منها المواطنون المسافرون إلى خارج البلاد مرة واحدة في السنة. كذلك رفع منحة حجاج بيت الله الحرام ورفع منحة الطلبة داخل وخارج الوطن. Donc l'allocation touristique, allocation pour les étudiants ou la bourse des étudiants, mais aussi l'allocation pour le Hajj. Djemal Ghessoum, est-ce qu'on a les moyens donc de financer toutes ces augmentations et surtout que beaucoup d'observateurs disent que c'est un budget qui essaie d'équilibrer ou de gagner un peu la paix sociale, si on peut dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Djemal Ghessoum? Alors, j'ai plusieurs observations à faire. Tout d'abord, M. Nazim Taleb dit que de 2020 jusqu'à maintenant, il y a eu 200 milliards de dollars de dépenses militaires, ce qui équivaut à 40 milliards de dollars par an. Je ne sais pas où il a eu ces chiffres, quand on sait qu'avec l'augmentation pour 2025, ce sera 25 milliards de dollars, comme si les chiffres avaient doublé les 5 années précédentes. Tout d'abord, sur cette question. Ensuite, j'aimerais préciser que si on applique les standards internationaux sur toutes les questions liées au budget, que ce soit le budget de l'armée, que ce soit les déficits du budget, ou on les applique tous, ou on ne les applique pas parce que l'Algérie est dans une situation particulière. En France, par exemple, rien n'a empêché la France d'avoir près de 115% de déficit et la France ne s'est pas écroulée. Maintenant, il faut revenir à un aspect, je dirais, plutôt local ou du moins régional. Toutes les dépenses qui sont faites, et particulièrement celles de l'armée, effectivement, le budget... Djemal Ghessoum, on va revenir sur la question du budget de l'armée. Mais d'abord, on va, avant la fin de cette émission, sur ce budget, donc le budget qui a été qualifié le plus élevé de l'histoire de l'Algérie, est-ce que nous, on a les moyens, bien sûr, quand on parle d'inflation, quand on parle de chômage, quand on parle de la cherté de la vie, quand on parle des pans entiers de la société qui ont basculé dans la précarité, la vie est difficile pour les Algériens et surtout, depuis l'avènement d'Ahmed Tebboune, on nous parle d'une Algérie nouvelle, on nous parle d'une économie qui est forte, alors que la situation est tout autre pour le peuple Djemal Ghessoum. Il n'y a que vous qui parlez d'Algérie nouvelle depuis quelques mois et même avant les élections. On ne parle plus d'Algérie nouvelle. C'était un slogan politique que vous reprenez qui n'est pas d'actualité. Pour en revenir sur la question principale, la politique, c'est aussi la prise de risque, évidemment. Et il faut que ce soit fait sur la base d'une analyse scientifique sur les années à venir. Mais il n'empêche pas que l'ensemble des dépenses hors budget de l'armée, mais évidemment, nous allons revenir sur ce sujet, il y a effectivement le soutien. Vous disiez tout à l'heure d'acheter la paix sociale, mais tous les produits de première nécessité qui sont subventionnés par l'État algérien, qui s'ils n'étaient pas subventionnés, on se retrouverait dans des situations aussi catastrophiques que le Maroc ou bien d'autres pays. Donc il y a d'abord politiquement, et c'est d'abord l'analyse que je veux en faire, l'analyse politique de ce budget, c'est que les augmentations, vous en avez cité 3, l'allocation touristique qui est du moins symbolique, elle n'est pas
elle ne va pas refléter le budget, vous savez, à 95 euros par personne. C'est pas ça qui va défaillir le budget. Mais les autres, comme le Hajj, comme les étudiants, comme bien d'autres augmentations qui vont avoir lieu, c'est aussi un pari sur l'avenir. On peut être un technocrate et analyser un budget, mais aussi la politique, ça n'est pas forcément, et c'est une erreur que beaucoup de spécialistes font, la politique, ce n'est pas simplement des chiffres et des calculs, ce sont des engagements avec une prise de risque. Bien évidemment qu'avec le budget qui est pris, qui avait été voté ou qui va être voté pour l'année 2025, il y a une prise de risque. Mais c'est aussi ça la politique. Il ne faut pas voir simplement des chiffres, parce que des chiffres ne sont pas forcément le reflet de la vie des Algériens de tous les jours. Donc nous sommes en plein dans une définition politique d'un budget, moi, qui me semble correspondre, en tout cas, à la définition de la politique que je me fais et la définition de la prise de risque que le président Tebboune prend sur les années à venir. Nous en paierons peut-être les conséquences, mais en tout cas, il y a une prise de risque qui me semble assumée et nous reviendrons très probablement sur la question. Et une prise de risque, mais vous avez parlé de conséquences, Djemal Ghessoum, puisque aussi la situation pour beaucoup d'Algériens est très délicate. On va écouter ce député donc parler de la situation des Algériens, du peuple et de ce slogan de l'Algérie nouvelle. الجزائر الجديده شنو راكم تشوفوا فيها الجزائر الجديده؟ بدلنا كوستيمات ولا بدلنا نواب ولا بدلنا وزراء ولا بدلنا ولات ولا شو؟ الجزائر الجديده في القدس على المواطن، الجزائر الجديده في العداله، الجزائر الجديده في التنميه، الجزائر الجديده في التعليم، هذه هي الجزائر الجديده. الجزائر الجديده ما هي الشعارات، ما هي الشعار الجزائر الجديده. احنا ما جينا هنا نصفقوا، احنا جبنا شعب جبنا نحاسبوكم، ونحاسبوكم وما نسكتوش. كنت تقطعوا لنا ريصالنا والله ما رانا ساكتين. سبحان الله، رجال مدت روحها لهاد البلاد باش شربت الشربه من الاستقلال. يرحم الشهداء. حنا ما قدينا نسيروها. عيب والله لا عيب. رانا نخرجوا نتبهدوا مع المواطنين والمواطنات. حتى واحد ما راه سالك، اللي خدام ما سالك واللي ما خدامش بس شكون هو اللي راه سالك؟ شكون هو اللي راه سالك؟ مدير يبكي، معلم يبكي، بوليسي يبكي، دركي يبكي، شكون هو اللي سالك؟ روتريتي يبكي، كاع الناس تبكي. اتقوا الله، خافوا ربي. Djemal Ghessoum, Khafou Rabbi, on est en train d'entendre ce député. C'est ça la réalité, Djemal Ghessoum, pour beaucoup d'Algériens. C'est cette réalité qui a été décrite donc, par ce député. Et quand on prend des risques, c'est des risques qui mettent en péril la cohésion nationale, la vie des Algériens, mais aussi le pays tout entier, Djemal Ghessoum. Oui, je suis d'accord sur le principe et ce qu'a dit le député. Moi, j'aurais aimé d'ailleurs que au-delà de la notion de prise de risque, il y ait une prise de conscience politique et j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de députés à l'Assemblée lorsqu'il a tenu ce discours qui est un discours évidemment plein de réalité. Moi, j'évoque la question du budget au regard de la situation des Algériens. J'essaye en tout cas de préciser que l'ensemble des produits subventionnés, mais également, il ne faut pas oublier la question, par exemple, des logements sociaux. On peut apporter des précisions sur les risques pris, mais aussi, on peut politiquement mettre en avant des choses qui ont été faites par l'Algérie. Et je le précise, ça va faire bondir certains. En tout cas, c'est une réalité que lorsque l'Algérie construit des centaines de milliers de logements, voire des millions de logements, ce que je peux assurer, moi, d'ici, de France, ce que je peux assurer, c'est qu'aucun pays ne l'a fait avec des loyers de 40 ou 50 euros par mois. Et de ce point de vue, j'avais d'ailleurs été interpellé, je le précise, parce que ça a un sens politique. J'avais été interpellé, il y a de cela 2 mois, par le directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture marocain. On dirait, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Et qui me disait, mais vous ne savez pas gérer votre budget. Et je lui posais la question de savoir, qu'est-ce que vous avez fait des chômeurs qui n'ont pas de quoi manger? Qu'est-ce que vous avez fait du peuple marocain qui n'a aucun logement pour se loger? Qu'est-ce que vous avez fait des hôpitaux, même si on n'a pas le meilleur système de santé au monde? Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, l'Algérie fait, avec des risques qui vont avec, mais l'Algérie fait. Elle ne reste pas les bras croisés, parce que je peux vous assurer que
si on était réaliste et technocrate comme vous le voudriez, eh bien, on ne subventionnerait pas les produits de première nécessité. Là, c'est des familles qui mourraient de faim. Quand je dis on, c'est impersonnel. Je ne fais pas partie de l'État. Mais on ne construirait pas de logements sociaux. Les gens seraient à la rue. On ne construirait pas d'hôpitaux. Les gens ne pourraient même plus se soigner, même si la qualité elle est mauvaise. Par conséquent, j'invite le peuple algérien, les téléspectateurs, votre invité, à regarder pour être peut-être plus pragmatique et plus réaliste. Très bien. On va poser la question à Nazim Taleb, Jamal Ghessoum. Nazim Taleb, l'Algérie est en train de réaliser, l'Algérie est en train de faire beaucoup de choses, est en train d'avancer dans la bonne direction. On a entendu Jamal Ghessoum parler des centaines de milliers de logements qui ont été construits, si on peut dire même des millions, qui ont été distribués aux Algériens, des hôpitaux, des routes. On ne peut pas nier ça, Nazim Taleb. On peut critiquer, c'est vrai, mais il y a aussi des réalisations. Nazim Taleb. Bon, déjà, je tiens à remercier Jamal Ghessoum de m'avoir corrigé. Effectivement, moi, je ne voulais pas dire 2020, mais depuis 2000. Donc, merci de m'avoir corrigé, monsieur Ghessoum. Alors, pour revenir à distribuer les logements, distribuer les allocations chômage, distribuer... justement, c'est ça le gros problème. Une économie forte n'a pas besoin, du moins, normalement, cette distribution massive de logements est justement le reflet d'un échec et non pas d'une réussite. Parce que si on avait réussi économiquement, on n'aurait pas distribué autant de logements gratuitement ou presque gratuitement. Et encore, quand on parle de logements, je vous invite à aller voir les barres d'immeubles qui sont en train d'être construits en Algérie. La qualité, elle est médiocre. Aucun équipement annexe, ni sportif, ni culturel. En fait, c'est des barres d'immeubles. Vous y allez, c'est des cités dortoirs où des millions d'Algériens sont parqués. Et moi, je pose la question. Cette politique du logement... Où il y a beaucoup aussi de corruption, Nazim Taleb. Oui, mais ça, c'est comme Yahya l'a dit sur Tebboune. Il a dit, vous avez qu'à aller voir le ministère de l'Habitat. C'était qui était ministre de l'Habitat à l'époque? C'était Tebboune. Donc, on sait très bien que la corruption massive sur ce secteur, c'est parmi les plus importantes. Et ce qui est normal, parce que les sommes engagées sont très importantes. Et vous savez, les appels d'offres, comment se font, le gré à gré, comment se fait, etc. Bon. Donc, moi, la question que je pose, cette politique de distribution de la rente, on l'a fait depuis des années, depuis l'indépendance de l'Algérie. Donc, c'est pas nouveau. La distribution de logements, la distribution de... si vous vous rappelez Nasser, à l'époque de Boumediene, en fait, on fait que ça. Et monsieur nous dit, ça, c'est une politique, il ne faut pas regarder les chiffres. D'accord, on ne regarde pas les chiffres. Cette politique de distribution, de subvention de tous les produits, est-ce que l'Algérie va mieux aujourd'hui? Est-ce que l'Algérie a pu diversifier son économie au-delà des chiffres, Je pose la question. Combien le pourcentage des exportations hors hydrocarbures représente dans l'exportation totale de l'Algérie? 2%. On exporte de la date, on exporte quelque chose d'autre, je ne sais pas, mais vous regardez la nomenclature des exportations hors hydrocarbures, vous allez retrouver que la plupart, c'est des produits dérivés du pétrole. Je pose là aussi la question, depuis 1962, c'est quoi le rang des universités algériennes en termes de production intellectuelle, en termes de dépôt de brevets, etc. Et cette liaison qu'il peut avoir avec l'économie privée, où on peut effectivement créer une véritable richesse en dehors des hydrocarbures, pratiquement nulle. Donnez-moi un dernier brevet connu de l'Algérie, il n'y a pas. La santé, alors on parle effectivement du nombre d'hôpitaux, mais la situation est catastrophique. Allez dans un hôpital public, qu'est-ce que vous allez voir, comment vous allez être reçu? Moi, j'ai l'exode des médecins aussi. Oui, mais l'exode des médecins, mais ça c'est tout à fait normal. Vous avez, je crois, en 2021 ou 2022, il y a eu 4000 médecins qui sont partis d'un coup, qui ont passé leur équivalence en France. Donc, si les choses étaient aussi bien que nous, pauvres gens, on ne sait pas déchiffrer finalement les chiffres,
et c'est M. Gessoum qui nous parle de grande politique, et c'est l'Algérie, elle a une vision au-delà des chiffres, mais pourquoi les gens se battent? Pourquoi les gens partent par dizaines de milliers? Pourquoi d'ailleurs moi et lui, nous sommes en France? Si l'Algérie était si bien, parce qu'on sait très bien que la situation est catastrophique. Et comparer maintenant le Maroc et l'Algérie, je suis désolé, le Maroc, son économie est beaucoup plus diversifiée. Je vous donne juste un exemple. La production automobile en Maroc, elle a rapporté 6 milliards. Ils sont en train de produire entre 400 et 500 000 véhicules qui sont destinés à l'export. Ils ont un véritable tourisme. Après, on peut avoir des réserves sur le tourisme que le Maroc a. Mais ça ramène de l'argent. Ils ont des services, ils ont des banques qui sont implantées un peu partout en Afrique et aussi en Europe, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. Alors que c'est une l'agriculture, Nazim Tal. Pardon? L'agriculture. Oui, j'y viens. Il y a aussi l'agriculture. L'agriculture, elle est très importante. J'ai lu un article où il n'y a pas une pièce dans un avion qui est dans les airs ou qui n'est pas produit au Maroc. C'est vous dire que quand même, il y a eu le port de Tanger. Qu'est-ce que le Maroc a fait qu'on ne pouvait pas nous faire? Alors que l'industrie automobile, elle était bien implantée plus ou moins jusqu'aux années 86, jusqu'à ce que Renault décide de partir. Donc, c'est tout simplement parce que on ne veut pas sortir de l'économie rentière. On choisit la facilité. Donc, 98% encore une fois de nos exportations sont pétrole et gaz. Et je pose la question, demain, puisque le pétrole aujourd'hui, vous le savez très bien, il y a une diminution importante de nos exportations pétrole parce que là, la consommation intérieure, elle est importante. Mais le gaz demain, quand les prix se stabiliseront ou iront à la baisse, et que la consommation intérieure va augmenter, comment on va donner du logement aux gens? Là, j'ai vu que la loi de finances prévoyait la création de 450 000 emplois. Mais ce n'est pas à l'État de créer l'emploi, c'est l'économie qui crée de l'emploi. L'État peut aider des champions, peut aider des start-up, peut aider, etc. Mais d'une manière très limitée. Mais créer 450 000, c'est clairement dire on est en train d'acheter la paix sociale. Et c'est ce qu'ils ont fait quand il y a eu les révoltes dans les pays arabes dans les années 2011-2012. On a sorti le chéquier. Donc, et on voit bien que ça ne nous mène à rien. Bien au contraire, ça nous mène à un État plus sécuritaire, plus policier, qui a peur du changement. Et encore une fois, il ne faut pas que les militaires aient peur du changement. On n'est pas là, nous, autant qu'opposants, à vouloir que le sang ou le chaos, on veut juste dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous savez le déficit, Monsieur Nasser, de 2025, combien il est prévu? Un déficit de 61 milliards de dollars. L'année dernière, il était de 45 milliards le déficit. On ne peut pas continuer avec un déficit qui avoisine 23% du PIB. On est en train on est en train de se suicider économiquement. Parce qu'un déficit aussi important, c'est simple, la conséquence est une hyperinflation. Et l'hyperinflation, c'est toutes les banques centrales qui ont peur de ça. Parce que l'hyperinflation dans l'histoire, ça met un pays à genoux. L'hyperinflation, c'est les gens qui ne peuvent pas se nourrir, où l'importation devient de plus en plus importante. Les gens arrêtent de consommer, donc c'est l'économie totale qui est en blocage. Et c'est pour ça que je vous dis, cette fuite en avant, c'est suicidaire pour l'Algérie. Elle devrait très bien. Ses dépenses vers tout ce qui est productif et créateur de richesse. L'éducation, la formation continue, les entreprises, le système bancaire, c'est ça qui va faire relever l'Algérie. Très très bien. Reste avec nous, Nazim Taleb. Pardon, je rappelle, Nazim, que vous êtes expert financier aussi. Jamel Gessoum, on ne peut pas continuer à gérer l'Algérie de cette façon. Il y a une vraie crise dans notre économie. S'il n'y avait pas les hydrocarbures, l'Algérie vraiment vivra de moments très difficiles. C'est grâce aux hydrocarbures, c'est grâce donc au prix du pétrole et du gaz qu'on est en train de se maintenir, si on peut dire.
à dire, à répondre à Nazim Taleb, beaucoup d'experts parlent du même constat de notre économie. Très bien. Alors, j'ai quelques points à soulever et à répondre de manière croisée, une lecture croisée à M. Nazim Taleb, puisque j'avais nommé le Maroc et il l'a fait également pour apporter ses arguments de 6 milliards de dollars du port de Tanger. Vous ajoutez à peu près 1,5 milliard de dollars d'exportation de cannabis. Ça n'empêche pas qu'au Maroc, il y a une véritable famine. Ce que nous n'avons pas. Jamal, oui, mais c'est rapide, ça. Jamal Ksoum, on peut pas. Oui. On est en train de parler de l'économie algérienne. On n'est pas dans l'insulte ici. Oui, mais non, maintenant, notre thème. Il a parlé des facteurs économiques. Il a avancé des chiffres. On n'est pas dans l'insulte Jamal Ksoum et je ne veux pas qu'on rentre dans cette logique. C'est une réalité parce que moi je vis vous pouvez critiquer, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas dire des énormités. Oui, mais c'est pas des énormités. Je vis en France depuis 57 ans et on sait à peu près, ça a été évalué par l'État. On parle de l'économie algérienne. Il a donné un exemple du Maroc, comme il peut donner d'autres exemples aussi d'autres pays qui ont avancé, ils avaient une vision économique. Je donne un exemple sur le Maroc. Il a donné un exemple sur le Maroc, je fais pareil. Si vous me coupez moi, vous le coupez lui. C'est juste. Mais on ne parle pas vous parlez des choses qui n'ont aucun sens, Jamal Ksoum. Donnez-nous des chiffres de l'économie algérienne. La diversification de l'économie, elle doit aussi se traduire dans les actes. Quand je vois qu'au Maroc, moi je connais bien le Maroc, je vis en France depuis 57 ans. On oublie le Maroc, Jamal Ksoum. On oublie le Maroc. On parle de notre pays. On parle de l'Algérie. Si vous me laissez terminer, a les moyens. Quand on parle d'un constat, quand Nazim Taleb dit pourquoi les Algériens fuient leur pays, pourquoi les médecins algériens, pourquoi les ingénieurs algériens, pourquoi le peuple algérien fuit son pays, pourquoi? Je vais le dire. Mais si vous me laissez terminer, je serais déjà revenu à Alger. J'aurais même atterri à Alger. Donc ceci a été dit. Ensuite, Monsieur Nazim Taleb, je souhaiterais juste pour vous préciser que vous avez dit tout à l'heure que si nous sommes, vous parliez de moi en France, non, nous ne sommes pas en France pour les mêmes raisons, Monsieur Nazim Taleb. Je suppose que vous êtes né en Algérie, moi je suis né en France et j'ai toujours vécu en France, donc je ne suis pas ce qu'on appelle un immigré, puisque je suis né en France. Ensuite, sur la question de l'économie du savoir et de l'intelligence, vous l'avez abordé en substance en parlant de l'université. Je regrette une chose, c'est que l'économie du savoir et de l'intelligence, on la retrouve par des gens formés dans les universités algériennes, c'est dire qu'elles ne sont pas si mauvaises et qu'on retrouve des chercheurs internationaux, les plus grands chercheurs à l'international. Et je ne prendrai qu'un seul exemple, qui est mon propre cousin, qui est Habab El-Qassem. Donc, l'université algérienne ne produit pas que des catastrophes. Par contre, là où je serais d'accord avec vous, c'est que l'Algérie ne sait pas retenir et exploiter l'intelligence et la connaissance particulièrement des gens qu'elle a formés. Vous avez parlé des médecins, on pourrait parler d'un tout un ensemble de chercheurs dans tous les domaines. Ça, sur la question de l'économie du savoir et de l'intelligence, en Algérie, ils sont zéro. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Ça, c'est un fait. Ensuite, sur la question des logements, vous dites, Monsieur Nazim Taleb, ça permet de vous répondre et puis ça permet aussi aux téléspectateurs qu'on aborde cette question. C'est que sur la question des logements, on ne devrait pas subventionner les logements. Mais on ne va pas attendre qu'on ait une économie forte pour avoir, je dirais, une vie pour nos concitoyens qui soit à peu près normale, parce que l'objectif, c'est d'arriver à une économie forte. C'est-à-dire que vous inversez les choses. Vous avez dit dans votre préambule, et je l'ai noté, qu'une économie forte, avec une économie forte, on ne devrait pas subventionner les produits de première nécessité. Moi, j'ai envie de vous dire, Monsieur Nazim Taleb, c'est que si vous êtes un spécialiste en expert et finance, j'ai envie de vous dire qu'on ne garde pas un principe qui serait le moyen pour atteindre une finalité qu'on n'atteindra jamais. Et donc, on a besoin d'une économie forte pour se débarrasser de toutes ces subventions qui, dans un pays normal, ne devrait pas avoir lieu. Mais nous ne sommes pas dans cette situation. On ne peut pas laisser le peuple algérien payer 2 à 3 fois les produits de première nécessité au motif que nous devrions être une économie forte. Il y a un temps de passage
qui est assez long. C'est ce qu'on appelle la politique du temps long, 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour que peu à peu, nous puissions avoir une économie forte dont les dépenses s'appuieraient uniquement. Est-ce qu'on peut avoir une économie forte sans ouverture politique, Jamal Ghassoum? Quand on voit par exemple, Majid Tebboune a parlé de l'adhésion de l'Algérie au BRICS, on a vu que c'était un échec. L'Algérie n'a pas pu adhérer au groupe de BRICS. Et beaucoup pour d'observateurs, il n'y a pas d'économie en Algérie. Il n'y a pas de vision et on ne peut pas avoir une politique économique forte s'il n'y a pas d'ouverture politique. Jamal Ghassoum. Vous savez, je ne pense pas que, vraiment, objectivement, je n'ai pas toutes les données, et étant sérieux dans ce que je dis, je ne peux pas tout affirmer. Mais lorsque l'on compare certaines économies de pays qui ont adhéré au BRICS il n'y a pas très longtemps, en termes d'économie, il y a des pays qui étaient bien moins lotis que l'Algérie. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression, mais je ne veux pas jouer la victime, d'autant plus que moi je ne fais pas partie des instances algériennes, mais j'ai quand même l'impression que derrière cela, et je ne suis pas un complotiste, il y aurait, de mon point de vue, plus une décision d'ordre politique qu'autre chose. Vous allez me dire que l'ouverture politique serait un critère pour les BRICS, alors qu'on me dise, dans ces cas-là, qu'en Chine, il y a une ouverture politique totale. Non, le seul critère... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit pour une économie forte, il faut qu'il y ait une ouverture politique. Ah oui, alors il faut une ouverture politique, bien évidemment. Mais j'aimerais simplement dire que de là où je parle, moi je parle de Paris, je suis né en France, je n'ai jamais vécu en Algérie, mais je connais le système algérien bien mieux que beaucoup d'Algériens qui y sont nés et qui ont vécu 100 ans. Je dirais simplement que l'ouverture politique, elle doit se faire en fonction de plusieurs critères qui ne sont pas les mêmes que ceux que l'on utilise en France et ailleurs, quoique d'un point de vue général et en géostratégie, on se rend compte que beaucoup de pays glissent peu à peu, dit démocratique, vers l'autoritarisme. L'Algérie, nous sommes dans ce schéma, mais j'ai envie de dire que ne faisons pas un copier-coller des critères que nous avons ici pour l'appliquer en Algérie. Ce serait une véritable catastrophe. Ça a été le cas, puisque vous l'avez évoqué, je crois que c'est M. Nazim Taleb qui a évoqué la question de l'hiver arabe. Vous appelez ça le printemps arabe, mais je me souviens d'un de vos invités, d'ailleurs qui m'a reçu à Alger en mars dernier, qui est monsieur, je ne me souviens plus, qui m'a invité chez lui et qui avait parlé sur votre plateau, il avait raison, d'hiver arabe et pas de printemps arabe. Donc la révolution politique et l'ouverture politique qui s'est faite dans tous les pays sujets à l'hiver arabe sont tous perdants. L'Algérie n'est pas passée par là parce que le peuple sait de quoi il s'agit et le peuple algérien est un peuple extrêmement intelligent. Il est passé par des phases qui ne permettront pas à des mouvements venus de l'extérieur de venir parler de démocratie. Très bien. Restez avec nous, Jamal Ghassoum. Sans oublier, Jamal Ghassoum, ce qui s'est passé en 2019 en Algérie, donc ce Hirak, cette révolution populaire, des millions d'Algériens qui sont sortis pour plusieurs mois, demander qu'il y ait donc un changement de système. Bien sûr, la question qui a été soulevée dans ce budget, c'est le budget de l'armée, du ministère de la Défense, qui est passé de 23 à 25 milliards de dollars pour l'année 2025. On va écouter Majid Tebboune, qu'est-ce qu'il avait déclaré auparavant quand il avait dit que la véritable force des peuples n'est pas la puissance militaire, mais plutôt l'économie. On l'écoute. يضيف أنها تخطو خطوات أخرى مع اقتصاديات أقوى من الاقتصاديات الجزائرية. البنوك نتاعهم، الأموال والاستثمار نتاع المجموعة نتاع البريكس تخلي الجزائر أقوى اقتصاديا، والقوة الحقيقية ليست لا القوة العسكرية ولا القوة الحقيقية بالنسبة للشعوب، هي القوة الاقتصادية. اليوم حاولوا يشوهوا المؤشرات الاقتصادية تاع الجزائر، ولكن شهد شاهد من أهلها. مؤشرات بين يدين صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، FAO للتغذية، كل المؤشرات تاع الجزائر خضراء. ماذا تقول هذه المؤشرات؟ تقول أن الاقتصاد الجزائري في الطريق السليم، وفيه نمو، فيه تقدم، فيه آمال وفيه آفاق. لأن أول ما بدينا به بعد الحراك المبارك بعد تسليم استلام المهام هو بإعادة بناء اقتصاد، لأن الأساس هو الاقتصاد.
الدول القوية هي الدول القوية اقتصاديا، الباقي يجي من بعد. يعني التوصيف Deuxième talib. Est-ce que le budget de 25 milliards alloué donc au ministère de la Défense, à l'armée, est justifié? Quand on entend Majid Tebboune dire que les pays donc, où la force des peuples n'est pas la puissance militaire, mais plutôt l'économie, donc l'économie de ces pays. Nazim Tal. Non, mais je crois que là-dessus, pour les rares fois où il a raison, effectivement. On peut pas, je veux dire, ça fait quand même, depuis la naissance de cet État, où on consacre un budget qui est astronomique à l'armée et à la police. Et on a vu les résultats. Donc, votre invité esquive à chaque fois en parlant du Maroc, d'autres pays, mais il ne répond pas à la question. Pourquoi, avec la même politique qu'on a menée depuis 62, à savoir la distribution de la rente, que ce soit en termes de logement, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit à tous les niveaux, l'Algérie, elle fait du surplace et elle a ses économies, elle a une économie complètement exsangue et qui est complètement dépendant des hydrocarbures. Il répond pas à cette question. Après, bon, on peut toujours, je sais pas, peut-être qu'il a un problème avec le Maroc, je sais pas, mais moi j'ai parlé du Maroc parce qu'il avait cité dans sa première intervention le Maroc. Comme on peut citer d'autres pays, effectivement, on peut citer l'Afrique du Sud, la Corée du Sud. La Corée du Sud, le PIB de la Corée du Sud en 86 était équivalent au PIB algérien. Et qu'est-ce qui a fait que la Corée du Sud aujourd'hui, le PIB par tête est de $50 000 et en Algérie, il est à $4 000. Qu'il nous explique. Si cette dépense, elle est tellement justifiée, eh ben, normalement, on aurait dû voir les résultats. Et il a parlé aussi des gens qui réussissent. J'ai même jamais dit que l'université, il n'y a pas des gens qui réussissent. Mais il l'a très bien dit, ils réussissent à l'international. Dans leur propre pays, vous avez des témoignages de gens qui ont fait médecine et qui n'arrivent pas à trouver de boulot. Qui font taxi ou d'autres boulots, par exemple, des ventes à l'étalage, en attendant d'être reçus dans un concours ou autre. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est pas vous, c'est des témoignages qu'on regarde tous les jours de gens qui souffrent de l'Algérie actuelle. Je rappelle aussi que, je donne juste un exemple, le prix de la viande en Algérie, l'agneau, il est à 3 000 dinars. Vous savez, le salaire moyen dans le privé en Algérie, il est de 34 000 dinars. Ça veut dire que 10% si vous achetez l'agneau, c'est 10% de votre salaire. Est-ce que, et monsieur, quand il compare avec d'autres pays européens, est-ce on voit ça en France? En France, le salaire minimum, il est 1 500. Allez, 10 € la viande, ça fait quand même beaucoup moins que 10%. Donc, il faut quand même comparer ce qui est comparable. L'Algérie, il y a une cherté de la vie qui est astronomique. L'Algérien, aujourd'hui, n'arrive pas à vivre convenablement et à avoir les calories nécessaires et équilibrées surtout pour pouvoir finir ses journées. Pour revenir au budget de la défense, encore une fois, c'est une tendance qui est existante depuis pas mal de temps, mais je donne juste un exemple. Moi, j'ai pas les chiffres exacts de 2025, mais j'ai pris quand même la loi de finances de 2024. Le budget de la défense, à peu près 22 milliards. C'était 21 596 millions de dollars. Le budget de l'éducation nationale est de 10 milliards. Ça veut dire 2 fois plus. Est-ce que vous trouvez ça normal que une corporation, une institution qui a 500 000 personnes consomme 2 fois plus qu'une institution où il y a à peu près 20 millions d'écoliers? Vous avez par rapport à la santé l'année dernière, alors je retrouve mes chiffres quand même avant de dire des bêtises. Alors, l'enseignement supérieur, 4 milliards 800. C'est-à-dire que la défense représente pratiquement 4,5 l'enseignement supérieur. La formation, elle était de 800 millions de dollars. Ça veut dire que je vous dis même pas le rapport entre le 21 milliards et 800 millions. Le travail, 6 millions. La culture, 256 millions. La santé, 6 milliards, 318 millions de dollars. Ça veut dire que 3 fois plus
le budget de la défense représente 3 fois plus que ce que l'Algérie dépense pour la santé. Et là, on parle de santé de 45 millions d'habitants. C'est pas 500 000 soldats. Encore une fois, on n'est pas contre l'armée. Mais là, c'est aberrant. On ne peut pas construire une économie forte, un pays fort avec des chiffres pareils. Sans parler, bien sûr, que ces chiffres ne sont même pas compensés par des recettes à la hauteur. Je rappelle néanmoins que le budget de 2025 prévoit des dépenses de 120 milliards de dollars, alors qu'on a des recettes de 60 milliards. C'est-à-dire qu'on a un déficit de pratiquement 100%. C'est-à-dire qu'on dépense 2 fois plus que ce qu'on a comme recette. Et ça, et encore une fois, l'armée représente 20% du poids du PIB et pratiquement 38% des recettes. On ne peut pas construire un État comme ça. On peut faire restez avec nous, Nazim Taleb. On peut faire de la démocratie, du populisme, mais on n'a pas construit un État pendant les 60 dernières années, et c'est pas avec un budget qui est copie conforme à ceux du précédent avec des variations à la hausse qu'on va faire autrement. Très bien. Jamal Kssoum, vous avez entendu, donc on ne peut pas construire un État avec des budgets pareils. Quand on parle bien sûr du budget de l'armée, est-ce qu'il est donc justifié, si on peut dire? Est-ce qu'on parle aussi, comme l'a dit notre ami Nazim Taleb, une militarisation de l'État? Votre réaction? Alors moi j'aimerais dire à M. Nazim Taleb que je n'ai pas comparé le prix d'un kilo de viande avec la France. J'ai parlé de système démocratique, et donc je ne me suis pas abaissé à parler et à faire la comparaison entre 1 kilo de viande et le salaire. Tout à l'heure j'ai dit que des pays démocratiques, notamment la France, glissent vers l'autoritarisme. C'était un peu plus intellectuel, ça parlait de système politique et de système démocratique. Maintenant, pour en revenir à la question essentielle sur la question du budget de l'armée, j'aimerais simplement dire que lorsqu'un pays ne dispose pas d'une dissuasion nucléaire, comme c'est le cas pour beaucoup de pays au monde, et notamment ceux qui font partie du Conseil permanent de sécurité, évidemment que le budget des pays qui ne disposent pas d'une dissuasion nucléaire sera beaucoup plus important que celui qui en dispose. Maintenant, j'aimerais dire une chose qui me semble tout à fait importante. Il y a différentes sécurités. Il y a la sécurité d'un pays, il y a la sécurité alimentaire, il y a la sécurité sociale, si je puis dire. Il y a tout un tas de sécurités. Le président Tebboune disait que je dirais le budget, enfin le peuple est plus important que l'armée. Moi je ne suis pas d'accord. J'ai envie de dire que pour avoir la sécurité alimentaire, pour avoir la sécurité au niveau de la santé, toutes les sécurités dont dépendent des Algériens au quotidien, on ne l'aura jamais sans dissuasion nucléaire, sans je dirais l'arbre même de la sécurité qui est l'armée. Et que sans cette sécurité, notamment avec la situation que traverse l'Algérie, avec tout le pourtour de l'Algérie qui comporte d'énormes risques. Je veux dire que on a beau jeu de dire qu'on va dépenser 25 milliards de dollars pour l'armée, mais je peux vous assurer que si on n'avait pas autant de dépenses que cela en Algérie, les risques qui viennent d'autour de l'Algérie auraient des conséquences bien plus graves que les 25 milliards de dollars dont beaucoup de gens se plaignent. Donc, il y a une sécurité centrale sans laquelle plus aucune sécurité n'a aucun sens, ni alimentaire, ni sociale, ni politique, ni au niveau santé, c'est bien le budget de l'armée. Le jour où un jour, Inch'Allah, on aura, ça m'étonnerait, mais la dissuasion nucléaire, on n'aura même pas besoin de dépenser 10 millions d'euros ou 10 millions de dollars dans l'armée. Merci Jamal Kssoum. Un seul mot, Nazim Taleb, très rapidement. Oui, mais bon, qu'est-ce que la sécurité, un hôpital vient faire avec la sécurité de l'armée, ou qu'est-ce qu'une bonne université vient faire avec la sécurité de l'armée? Ça, c'est malheureusement aqliyat sabbat, quoi. On a vu l'Égypte, elle a dépensé des milliards. Regardez, elle n'a même pas osé tirer une balle, ne serait-ce qu'ouvrir Ma'bar Rafah pour leurs frères palestiniens. La Jordanie, pareil. Combien de milliards ils ont dépensé?
Et vous croyez que l'Algérie va demain, quand il y aura les États-Unis ou l'Angleterre ou d'autres puissances, ils vont faire quoi que ce soit? Mais Haftar, il est arrivé à nos frontières, ils n'ont rien fait. Regardez ce qui se passe au Mali, 20 guerres, c'est nous qui avons facilité l'entrée de 20 guerres au Mali. De quoi il parle, ce monsieur? Mais de quoi il parle? Si l'Algérie était son armée était si imposante et qui faisait peur, pourquoi justement aujourd'hui on est entouré de problèmes au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Libye? Ben, normalement, ça aurait dû être une force de dissuasion, que personne ne s'approche. Merci Nazim Taleb. Pour finir, comme j'ai dit, 200 milliards, à la limite, admettons, 200 milliards depuis 2000. Qu'est-ce qui a pu empêcher l'armée de construire une vraie industrie de l'armement en Algérie? On ne produit rien du tout. Tout est importé de l'étranger, notamment. Merci Nazim Taleb. Merci. Barakallahu fik. Smahana Nazim. On a dépassé le temps. Merci Nazim Taleb, membre du mouvement Rachel. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Jamal Kssoum, président donc, du Parti du Rassemblement des Algériens. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.